faut d'abord des mesures de justice. Je le disais tout à l'heure, c'est aussi une façon d'apaiser et puis de redonner confiance. Le rééquilibrage entre capital et travail, ça se traduit concrètement. L'augmentation du SMIC, le point d'indice des fonctionnaires qui est gelé depuis 10 ans, le fait de ne pas rogner systématiquement sur les retraites, de ne pas tenter de casser la sécurité sociale comme c'est fait aujourd'hui, de mettre plus d'argent dans les services publics et notamment quand on sort des métropoles, le rééquilibrage territorial c'est fondamental aussi. Les mesures d'urgence on voit bien. Un domaine dans lequel on n'en a pas parlé, mais qui me paraît tout aussi important, le logement. Quand on voit que, c'est une des dépenses les plus faramineuses pour les Français, ça ne cesse d'augmenter. Ça fait partie des mesures d'urgence. Après, il y a des mesures... là, je reste dans la sphère économique et sociale. Il y a des mesures de plus long terme qui sont fondamentales. Je pense qu'il faut revoir le paysage bancaire et celui du crédit. Voilà. Bon, je dis pas qu'il faut nationaliser toutes les banques, je dis quand même qu'il faut que l'État ait plus un droit de regard, notamment sur l'accès au crédit. Je pense que la question de l'investissement dans l'avenir, ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est absolument prioritaire. Donc, il faut des prises de capital public dans certaines industries. Il faut remettre le paquet sur certains domaines. Il faut identifier. Ça a été fait plusieurs fois. Moi, je me souviens pendant le quinquennat Hollande, Arnaud Montebourg était ministre de l'économie et des finances. Il avait identifié 34 domaines dans lesquels la France avait des atouts qui lui permettaient d'exceller. Des domaines, je sais pas moi, les biotech, les ordinateurs quantiques, l'intelligence artificielle. Enfin, il y a quand même plein de domaines dans lesquels la France, en réalité, pourvu qu'elle s'en donne les moyens, pourrait exceller, et y compris exporter. Identifier ces domaines, mettre le paquet dessus, et c'est pour ça que je parlais d'appareils de recherche, ça me paraît aussi une décision importante. Et puis, enfin, parce que c'est quand même pas rien, quand on est de gauche en tout cas, il va falloir clairement refonder tout ce qui concerne la transmission et la formation. Donc la formation professionnelle, la formation initiale, l'éducation nationale, là il y a quand même... Là, aujourd'hui, c'est la rentrée. Donc, j'ai une immense gratitude pour ceux qui continuent à faire ce métier. Je parle des équipes pédagogiques, mais plus largement tous les personnels de l'enseignement. Ils démissionnent en masse. Bah oui, pourquoi ? Parce qu'ils sont très précaires, que c'est pas toujours facile de gérer une classe. Les budgets en baisse, ça pèse aussi bien sur sûr, le moral. donc ça, c'est une priorité absolue. Pour un homme de gauche, mais pour un Français républicain. Donc, l'éducation, la culture. Enfin, moi, je trouve dramatique qu'on s'attaque au budget culturel partout au prétexte que c'est un supplément d'âme. C'est pas vrai. Le fait de vouloir vivre ensemble, ça passe par des politiques culturelles dignes de ce nom. L'excellence de la France, d'ailleurs, elle vient aussi de la qualité de ses artistes, de ses écrivains, de ses créateurs. Donc ça pour moi, c'est fait partie des priorités. Puis après, je n'exclus pas... c'est pas que je n'exclus pas, c'est que je pense que ce qui est important... j'ai parlé de justice, d'investissement dans l'avenir, et il faut aussi apaiser le pays. Et apaiser le pays, ça peut être des mesures d'ordre, ça peut être des mesures de sécurité. Il faut que les gens aient l'impression que... vivre en France... c'est participer à un grand projet où tu es respecté, où tu es en sécurité, où tu as un certain nombre de droits qui sont garantis, mais aussi de devoirs. Quelque chose qui s'appelle tout simplement l'esprit républicain. Ça, c'est pas facile dans une société où il y a beaucoup de tensions, où il y a beaucoup d'inégalités, où il y a de la pauvreté, où il y a de la violence. Ça fait partie aussi des choses qu'on doit tenter d'éradiquer. Et contrairement à ce qui se dit parfois, parce c'est pareil, on explique que la gauche est laxiste. Moi, je crois pas du tout. Je crois simplement que la gauche rappelle quelque chose qui me paraît élémentaire, c'est il n'y a pas d'ordre sans la justice. Voilà. Et à partir du moment où on commence avec des mesures de justice, il faut aussi l'accompagner de mesures d'ordre. Simplement sur les services publics, moi il me semble qu'on dépense quand même de l'argent dans les services publics, mais que c'est l'application de l'idéologie managériale à ces services publics qui fait qu'une partie de cet argent, en tout cas pour l'hôpital public, ne va pas là où il devrait aller.
et que parce que c'est différent de dire on augmente les dépenses et on en remet dans un système. Je suis totalement d'accord, mais j'ai jamais dit que la solution c'est on met plus d'argent et puis ça ira mieux. C'est pour que tu précises. L'exemple de l'hôpital, c'est un bon exemple. C'est-à-dire quand la logique managériale... Mais en fait, c'est vrai dans beaucoup de domaines de la fonction publique. Hein. Il y a des très beaux livres qui ont été écrits là-dessus ces dernières années. J'en ai un en tête qui s'appelle « La valeur du service public », qui a été écrit notamment par Claire Lemercier et Willy Pelletier de mémoire, hein, qui explique comment les logiques managériales à l'œuvre dans les services publics contribuent à la déprime des agents, à l'inefficacité des actions. Et alors dans l'hôpital, c'est spectaculaire. Parce qu'on accuse tout le temps la gauche de dire qu'il faut... Moi, j'ai un truc que j'ai repris à la droite, c'est l'argent public est sacré. Et je trouve que... Pourquoi à la droite Non, mais c'est eux qui se prétendent qu'ils l'ont pris. Bah, voilà, y a... Non, mais je veux dire, dans les révolutionnaires français... savait que l'argent public était sacré. Voilà, non mais c'est... Voilà. En fait, c'est la droite fait mine d'avoir le monopole de la bonne gestion de l'argent public, outre le fait que c'est pas vrai. Il n'y a aucune raison pour un homme de gauche de ne pas dire un euro public dépensé, ça va être un euro utile. Non mais évidemment, non mais c'est cette manière qu'on a d'enfermer un peu la gauche dans ouais, mais c'est caricatural et tout démenti à fait, systématiquement par les faits. Cet argument sur l'argent utilisé dans les services publics, un peu n'importe comment, je veux dire, on a créé une couche managériale qui coûte énormément d'argent et qui sert à rien. Oui, mais encore une fois, ça, je pense pas que ça soit inatteignable comme réforme. Ça peut aller assez vite, hein, en réalité. Donc, ça fait partie en effet des pistes qu'on doit regarder quand on reviendra au pouvoir. J'espère que ce sera le plus tôt possible, hein, quand même. Ma question d'après, c'est quels sont les changements les moins coûteux politiquement, les plus faciles à mettre en œuvre dans le pays, qui auront le plus d'impact? C'est-à-dire les trucs qu'on fait pas alors que ça marcherait. Il y a déjà les changements institutionnels. Hein. Ouais. C'est-à-dire. Par exemple, le fait de retirer au président de la République son droit de dissolution de l'Assemblée, ça coûte rien. Ouais. Mais ça redonne beaucoup de vie au Parlement. Et donc, on n'est pas dans cette situation aberrante de la Ve République complètement déséquilibrée. Je prends cet exemple parce que franchement, même ça peut être des engagements. Imaginons que on dise on va pas utiliser le 49.3. Ouais. C'est tout con, ça coûte rien, hein. Mais ça force quand même à écouter, à discuter. Alors je dis pas que c'est ce que répondront prioritairement les Français. Là, mais je donnais juste un exemple institutionnel qui coûte rien et qui pourrait quand même faire du bien au pays et à sa respiration démocratique. Ça peut être aussi, j'en reviens à toutes les questions démocratiques, une pratique plus fréquente de la démocratie directe. Moi, je trouve ça très sain de demander son avis aux gens, régulièrement, sur des sujets. Parce que là, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un référendum? C'est depuis 2005. Je peux te faire une suggestion de démocratie directe qu'on m'a fait lors du dernier entretien. Ouais. Une chambre de citoyens tirés au sort qui propose des lois au référendum. C'est-à-dire... Mais pourquoi une chambre de citoyens? En réalité, il suffit, là aussi, je proposais encore plus simple, hein, ce qu'on appelle un référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire un nombre suffisant de gens qui disent... Alors, soit c'est un référendum abrogatif, c'est-à-dire voilà, cette loi, j'en veux plus, et on le resoumet à la discussion parlementaire, et puis après au référendum le référendum populaire. Soit une proposition qui recueille un nombre suffisant de signatures. Aujourd'hui, c'est totalement verrouillé dans la Constitution. Hein. Donc là, ça aussi, il faut le rendre fluide. De toute façon, je suis un partisan de la démocratie directe à côté de la démocratie représentative. Et je ne crois pas du tout, parce que vous avez l'argument qui dit oui, mais les gens répondent pas à la bonne question, le référendum sur des sujets très complexes. Non, mais les Français sont intelligents, ils savent très bien ce qui se passe, ils sont totalement capables de s'informer. Moi, j'ai un souvenir incroyable de la campagne de 2005, je n'étais même pas né. La Constitution européenne, où tout d'un coup, les citoyens se sont emparés du sujet, emparés du texte, ont commencé à poser des questions. En termes de pédagogie ça a l'air génial. Populaire, c'était extraordinaire. Dans le moindre village de France, il y avait des réunions énormes où les gens arrivaient avec le texte et posaient des questions. Et ça, c'est faire confiance à l'intelligence collective. Donc moi,
Ça coûte rien. Enfin, si ça coûte l'organisation d'un référendum, mais je pense que demander plus souvent l'avis aux gens, au-delà de ce qu'est la démocratie représentative, ça, pour moi, c'est une bonne mesure. Ouais, c'est vrai que ça changerait même le climat dans le pays, ça le rendrait peut-être plus propice à organiser sa propre transformation. Oui, parce que mine de rien, il y a une contestation de la démocratie en ce moment, qui est le fait des partis autoritaires, qui est le fait traditionnellement de l'extrême droite, mais qui est aussi, par exemple, je regarde les PDG des grosses boîtes numériques, Google, machin. Leur argument, c'est de dire ouais, mais la démocratie c'est lent, ça prend trop de temps. Nous, on vous propose quelque chose de beaucoup plus simple. Vous appuyez sur un bouton sur tous les sujets. On n'a même plus besoin de représentants. Voilà. C'est aussi une contestation de la démocratie en tant que délibération. Parce que la délibération, ça suppose quand même la discussion. Ça suppose la confrontation des points de vue. C'est pas chacun dans son... Puis l'égalité des points de vue. Et en plus, c'est pas chacun dans son bureau qui appuie sur un bouton. Non, voilà. Donc, parce que la démocratie, elle est quand même contestée dans ses fondements, par plein de courants différents, mais qui visent au même objectif, moi, je trouverais important, justement, qu'on redonne la parole aux gens sur des sujets de toute nature et qu'il y ait des vrais débats. Mais ça n'empêche pas qu'il faut aussi que le Parlement y vive. Or, aujourd'hui, il y a plein d'outils au service de l'exécutif pour contraindre le Parlement, pour l'empêcher de se déployer ou de décider. Donc ça aussi, ça fait partie de l'enjeu.